mortalité du fait de la Covid était en pourcentage la plus élevée, c'est-à-dire les établissements recevant des personnes âgées de plus de 75 ans, notamment dans les EHPAD. Je rappelle que dans un département comme le nôtre, on rentre souvent très tard et très âgé dans les EHPAD. La moyenne, c'est 83 ans. Donc, on rentre en EHPAD vraiment à la toute fin de la vie. Et donc, il y a effectivement un chiffre qui a été sorti, à savoir que si les personnes en EHPAD ne représentent que 1% de la population, en revanche, ils représentent 44% des décès qui ont été faits de la Covid. Donc, c'est une stratégie que nous comprenons et que nous admettons. Et aujourd'hui même, je crois, commence la campagne de vaccination dans 3 EHPAD qui ont été choisis, celle de Plaisance, Cibor et Masseul, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, il y a toute une stratégie. Ce matin, la presse annonçait le nombre de doses que nous avions en disponibilité, probablement stockées du côté du surcongélateur de l'hôpital Doge, un peu moins de 5000 doses, donc un peu moins de 5000 injections. Donc, pour autant, moi j'ai fait effectivement une proposition. Quand j'ai entendu le ministre de la Santé, Olivier Véran, dire que les EHPAD, il serait peut-être utile d'avoir effectivement des endroits dans lesquels les campagnes massives de vaccination pourraient avoir lieu. On voit d'ailleurs qu'il y a une évolution puisque les aides à domicile sont maintenant aussi prioritaires, ça nous concerne beaucoup, les soignants de plus de 50 ans, et même, si j'ai bien compris, les pompiers aussi sont parmi les priorités. Donc, nous avons, moi j'ai beaucoup discuté avec Michel Gabas, que je remercie d'ailleurs pour sa collaboration. J'ai discuté avec Julie Ribet, qui m'a donné le sentiment des infirmières, et je me suis dit qu'on pouvait, nous, collectivités locales, non pas se substituer à l'ARS dans les choix et les décisions qu'elle prend sur les tranches d'âge, les cibles de vaccination. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas le rôle du CDAV. En revanche, le rôle du CDAV et le rôle de la collectivité départementale avec les maires, parce qu'il y a une importance fondamentale des deux associations de maires, on peut peut-être aider à cette stratégie de vaccination de masse, puisque comme je l'ai dit, quand on réfléchit à le niveau qu'il faut atteindre pour avoir une forme d'immunité, si on considère les 10% de Gersois qui ont eu la Covid, on a un objectif devant nous qui est probablement d'arriver, de parvenir à ce que 100 000 personnes soient vaccinées pour qu'on arrive à ce fameux chiffre de 70% de vaccination qui permettent peut-être de casser la spirale de la transmission par une immunité un peu collective. Donc, 100 000 vaccinations, c'est en réalité 200 000 doses si on considère qu'il faut à 21 jours d'intervalle vacciner les gens. Vous nous en direz quelque chose sur ça, parce que d'autres pays ont choisi de mettre plus l'accent sur la première dose, qui est quand même en elle-même un vaccin qui protège. On n'est pas protégé uniquement quand on a eu la deuxième dose. La première dose de vaccin, elle protège probablement un peu moins que si on a eu les 2 doses, mais elle a une vertu de protection. Donc, ça veut dire donc 200 000 pour nous, 200 000 pour nous, ça veut peut-être dire d'avoir un rythme de mise à disposition de doses qui soit entre 10 à 15 000 peut-être par semaine, c'est beaucoup. Pour autant, c'est quand même l'objectif qu'on doit avoir. Donc, c'est de tout cela dont on veut parler, parce que je rappelle ce chiffre, 19% des Gersois qui ont plus de 75 ans vivent en EHPAD et en établissement. Ce qui veut dire que 81% des Gersoises et des Gersois qui ont plus de 75 ans vivent en réalité à domicile ou éventuellement dans un foyer d'accueil, mais à domicile. Et ce n'est pas anormal, puisque dans le département du Gers, vous le savez, on développe depuis très longtemps une politique de maintien à domicile. Nous sommes un des départements qui utilise le plus ce qu'on appelle l'APA à domicile, l'aide personnalisée à l'autonomie à domicile, pour faire en sorte que les gens puissent rester le plus longtemps. C'est au fond une vieille habitude gersoise d'avoir conservé
le patriarche, l'ancien, à son domicile. C'est un temps où il était rare de voir plusieurs générations sous un même toit, 3, 4, voire 5 générations sous un même toit. Donc il y a cette tradition-là, nous l'avons traduit avec l'APA à domicile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens à domicile, qu'il y a beaucoup d'aides à domicile, de professionnels qui sont des aides à domicile, sur lesquels il faut parler, parce que c'est eux qui vont voir ces gens qui sont vulnérables. Donc effectivement, le fait qu'ils puissent être aussi privilégiés pour être vaccinés, ça me paraît être une bonne chose, au même titre que les soignants en EHPAD, en établissement. Donc voilà, c'est de tout cela dont on voudrait parler. Donc je passe la parole, M. Blais, pour que vous disiez au fond la stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire? Que vous compreniez bien une chose. Moi, je me suis inscrit dans une logique depuis le mois de mars dernier, c'est de n'entrer dans aucune polémique avec les choix qui sont faits par le gouvernement. Ça n'a aucun intérêt. Je peux avoir mes propres idées, même ne pas être en accord, mais j'estime que nous sommes chargés de faire bloc pour trouver les meilleures solutions pour les Gersois et les Gersois. Donc je refuse obstinément, et il m'arrive même d'avoir la dent dure vis-à-vis de certains de mes amis qui ont la critique facile, alors que l'art est beaucoup plus compliqué. Donc sur toutes ces questions-là, M. Blais, je vous passe la parole et nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention. Très bien. Écoutez, merci, Monsieur le Président. Merci de cette invitation en présentiel à votre comité. Je dirais que nous n'avons pas beaucoup de difficultés à être en relation, puisque le département est un partenaire naturel pour les ARS, par les compétences qu'on exerce sur l'ensemble du champ, notamment médico-social. Et je dirais que la relation de confiance est très fluide avec le département du Gers, pour nos services du département du Gers. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je viens aujourd'hui. J'ai effectivement échangé avec le préfet également sur le sujet d'aujourd'hui. Je pense que c'est important, vous soulignez la participation régulière, que j'essaye d'être régulière, même si quelquefois il y a des problèmes techniques pour être avec vous, c'est parce que, effectivement, dans un contexte où les ARS ont été beaucoup critiqués, il est important de faire circuler l'information. Voilà, donc c'est aussi important de vous donner l'information aussi régulièrement possible, et donc en l'occurrence les mercredis. Alors, sur la situation épidémiologique globale, elle est un peu, nos indicateurs sont quand même toujours dans la moyenne régionale. Ils sont un petit peu en augmentation. Les 2 dernières semaines sont un peu perturbées, d'une part par une baisse du taux de dépistage qui est liée au fait. Donc, il y a à peu près 30% de moins, 50% de moins en tests antigéniques, environ 30% sur le PCR, puisqu'il y a des jours où il n'y a pas eu de dépistage moindre. Voilà. Donc les indicateurs sont à prendre avec quelques réserves qui seront plus intéressants, je dirais, sur la période qui vient. Sur la stratégie vaccinale, il y a des professionnels de santé qui pourront compléter autour de cette table. La stratégie vaccinale française, elle a été arrêtée par la Haute Autorité de Santé dans un avis qui a été rendu le 30 novembre 2020. 5 phases, avec, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, pour la première phase, le public des EHPAD et des unités de soins de longue durée, résidents de ces... Parce que ce sont des établissements où les personnes, du fait de leur âge, du fait de leur fragilité, et aussi du fait de cette vie collective, sont les plus exposées. On a eu des clusters dans des établissements où on ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur-là. C'est long et compliqué, un épisode de cluster. Il y a des décès à l'arrivée. Donc, c'est la raison pour laquelle ce public a été retenu. Également, les soignants qui étaient des soignants à risque, les critères se sont élargis récemment. On prend les soignants de plus de 50 ans dans la vaccination, en plus de ceux qui sont à risque. Pour le Gers, vous savez, puisqu'on a la compétence conjointe, ça fait 36 établissements EHPAD et puis 5 unités de soins de longue durée rattachées aux hôpitaux. Alors,
sur la stratégie de cette première phase, pour l'approvisionnement des établissements, il y a ce qu'on appelle le flux A ou le circuit A de desserte en vaccin, qui concerne les EHPAD autonomes, et puis un circuit dit circuit B, qui concerne les EHPAD et les unités de soins de longue durée rattachées au groupement hospitalier de territoire, qui donc a pour établissement support le centre hospitalier d'Auch. Alors, sur la stratégie vaccinale, aujourd'hui, on doit composer, il y a 5 vaccins potentiels, hein, il y en a beaucoup plus, enfin, il y en a 5, et toute la difficulté, c'est que pour l'instant, on n'en a qu'un. Je pense qu'il faut insister en préalable là-dessus, c'est qu'on n'en a qu'un. On nous dit que donc, Pfizer-BioNTech, qui porte le nom, un nom un peu compliqué à retenir, de Comirnaty. Et puis, on a le vaccin Moderna. Donc on pensait qu'il aurait son autorisation de mise sur le marché le 6 janvier. Il y a à nouveau une réunion aujourd'hui pour voir si l'autorisation peut lui être délivrée au niveau européen. Donc, pour l'instant, on doit composer avec un seul vaccin qui est un vaccin qui n'est pas simple, hein, qui requiert des conditions médico-logistiques, même plus logistiques, contraignantes. Hein. Les pharmaciens pourront témoigner. Donc, il est congélé, il doit se conserver à moins 80 degrés, je crois pendant 6 mois maximum. Et ensuite, après décongélation, d'abord, il tolère un temps de transport modéré, hein, on parle de 12 heures. Et ensuite, une fois décongelé, il doit être administré dans les 5 jours en étant maintenu à une température entre plus 2 et plus 8 degrés. Voilà. Et pour en rajouter un peu, il se présente en multidose, c'est-à-dire qu'un flacon, il faut le reconstituer, on a 5 doses, donc il faut toujours être sur un public en multiple de 5, donc ça rajoute une contrainte supplémentaire. Voilà. Donc, si vous voulez, la donnée de base, elle est celle-là. Quand on aura plus de vaccins, on pourra réadapter un peu la stratégie, mais pour l'instant, il faut faire avec ça, et c'est contraignant. Voilà. Donc, après, sur le nombre de doses, la France, au niveau européen, a demandé un quota de 15%, ce qui fait que c'est-à-dire 200 millions de doses, ce qui permet de vacciner 100 millions de personnes, soit plus que nos besoins, hein, puisqu'on est à peu près 67 millions d'habitants. Voilà. Donc, un objectif terminal, si vous voulez, la France a bien pour objectif de vacciner l'ensemble de sa population. Avec 2 doses, ça veut dire 140, 135 ou 140 millions de doses pour faire la population si on fait 2 injections. 200 millions de doses pour 100 millions de personnes. Oui. D'accord. D'ici l'été, l'objectif c'est d'obtenir 15 millions de doses, ce qui permet, ce qui fait à peu près 23% de couverture vaccinale de la population, 15 millions de personnes couvertes. Donc, comme on a environ 13,5 millions de personnes de 65 ans et plus, on devrait couvrir ce public d'ici le début de l'été. Voilà. Sur un objectif plus immédiat, l'objectif est de disposer de 2,5 millions de doses d'ici début février, puisqu'on a eu 560 000 et chaque semaine 500 000 doses supplémentaires. Donc, on devrait, donc avec 2,6 millions de doses d'ici début février, on peut vacciner 1 million de personnes. Voilà. Nous avons reçu, donc, sur le congélateur du centre hospitalier groupement territoire, donc centre hospitalier d'Auch, 4 875 doses. Une partie est donc dédiée aux EHPAD et unités de soins de longue durée et à leur personnel qui remplissent les critères, et également aux professionnels de santé. Élargissement
vous l'avez dit, Monsieur le Président, au personnel des SDIS, à l'aide à domicile. Donc, il faut qu'on gère tout ça. Mais on doit, avec ce stock-là, avoir ces deux catégories de publics. Les établissements autonomes, eux, restant desservis par leurs officines de référence. Donc, c'est ce circuit A dont je parlais tout à l'heure. Voilà comment se répartissent les choses entre les deux circuits et plus concrètement pour le département du Gers. Donc, sur la campagne de vaccination, on nous avait demandé mi-décembre de rechercher 3 établissements pilotes, puisqu'il faut qu'on teste aussi un peu la logistique, les questions qui se posent. Donc, vous l'avez évoqué, Simor, Plaisance et Massob, qui étaient des établissements volontaires qui disposaient d'un médecin coordonnateur, pour lesquels il y avait une mobilisation interne. Voilà, donc on a retenu ces 3 établissements. Ils vont être desservis exceptionnellement par le stock des 4875 doses, donc normalement aujourd'hui, et ils engagent la vaccination demain et vendredi. Donc, au niveau de ces Monsieur le pardon, je me posais la question pour pas les enquiller et les oublier. Est-ce que vous avez, vous, une visibilité sur le rythme de mise à disposition de doses pour un département comme le nôtre sur les, je sais pas moi, 8 semaines qui viennent, c'est-à-dire jusqu'à fin février? Est-ce qu'on vous dit qu'on va mettre à disposition du Gers chaque semaine X milliers de doses, ou est-ce qu'à ce stade, vous ne savez pas à quel rythme vous allez être approvisionné pour qu'on puisse se projeter en quelque sorte sur l'avenir en faisant sur le premier trimestre, on va dire. Oui. Est-ce que vous avez ça ou pas? Non, on a une visibilité sur ce premier arrivage, et également sur les établissements privés, enfin autonomes, pardon. Donc ce circuit A, pour lequel on a un approvisionnement qui est prévu la semaine prochaine pour 4 EHPAD supplémentaires, et ensuite fin janvier ou le 1er février. Voilà. Donc alors je ne sais pas l'estimation chiffrée, mais enfin bon, ça permet à peu près, je pense, 1600 places sont concernées. Et on a les 4875 doses qui sont arrivées. D'accord, mais 4800 doses, si je reprends, ça veut dire 2400 personnes en fait qui vont pouvoir normalement recevoir les 2 injections dont ils ont besoin. Alors peut-être qu'en fait non, on va faire 4800 injections et puis il y aura ensuite des doses qui vont revenir, parce que j'imagine que sinon la période de conservation dont vous m'avez parlé, qui est quand même très contraignante effectivement, ne sera pas faite. Mais là, on a potentiellement 2400 personnes, c'est-à-dire un peu plus de 1% de la population gersoise qui est concernée. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'on sera réapprovisionné, puisque les choses sont engagées, donc on sera constamment réapprovisionné. Donc les 4875, normalement, on n'a pas à réserver la 2e injection à 21 jours, mais on peut les utiliser toutes en première injection. D'accord, voilà. D'accord. Donc c'est quand même une... D'accord. Qui est-ce qui centralise la réception de ces dossiers? L'ARS d'Occitanie, qui ensuite répartit dans les différents départements de la région, les 13 départements, les dotations? Toute la logistique, elle est pilotée au niveau national par l'organisme qui s'appelle Santé publique France, voilà, qui dessert les deux circuits dont j'ai parlé, et qui organise les tournées de dessert pour les 2 circuits. Et nous sommes tenus informés à peu près en temps réel via effectivement notre niveau régional. On reçoit les informations. Sur cette semaine, on a ces 3 établissements. Donc je pense qu'on aura environ 250 personnes vaccinées cette semaine. C'est à peu près l'objectif, 220-250. Sur les 3 premiers établissements, on a 186-190 personnes. Et il y a le deuxième volet qui a été évoqué en début de semaine, c'est les professionnels de santé.
Donc, on a les professionnels de santé des EHPAD, ça c'était déjà acté, qui se font vacciner en même temps que les résidents. Mais il y a cette extension, comme il y a eu l'extension pour les personnels des SDIS et de l'aide à domicile, on étend au personnel soignant de plus de 50 ans des établissements et les personnels de santé libéraux. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a été demandé aux établissements hospitaliers de prévoir des centres de vaccination. C'est un petit peu imagé, j'ai l'impression qu'on a un centre. Ils ont un point de vaccination. Pour les soignants. Pour les soignants. Alors, c'est adossé aux hôpitaux. Pourquoi? Parce que, je reviens à ce que je disais au début, il y a cette contrainte du vaccin. Donc, comme c'est une filière hospitalière, le groupement, c'est 4800 doses, donc une partie ira donc aux EHPAD et l'autre partie aux professionnels de santé. On est dans une filière hospitalière, donc pour des questions de facilité, de rapidité et des contraintes logistiques liées au vaccin, on reste sur un local hospitalier, mais ces centres de vaccination, ces points de vaccination, ils seront ouverts aussi aux libéraux. D'accord. Ce pourrait être à l'hôpital d'Auch et peut-être à celui de Gimont. Voilà, alors on a pour l'instant, ce qu'on a sur l'accord de Roche, on commence vendredi, première intention pour tester, et puis ensuite on verra à partir de mardi, ils se font un petit retour d'expérience lundi, et à partir de mardi, normalement tous les matins. Condom aussi. Condom, le directeur avant de venir, pour pouvoir vous le dire. Normalement vendredi, j'espère, et puis ensuite il faut qu'ils définissent des choses à définir en interne. Effectivement, on a posé hier la question sur Gimont, et on va continuer sur d'autres points du département. Puisque donc on a ce volet de recensement interne et la vaccination que les établissements vont assurer, et ensuite on aura le concours des libéraux. Donc là, ce sont des professionnels de santé de plus de 50 ans qui pourront venir dans ces hôpitaux se faire vacciner. Oui. Est-ce qu'on a une information sur le niveau de consentement, j'allais dire, des soignants pour se faire? Parce que si j'ai bien compris, on a plutôt des chiffres très encourageants de niveau de consentement dans les EHPAD. Je disais à monsieur le préfet qu'une enquête a été faite dans la maison de retraite de Castéra-Verduzan. On atteint 92% d'acceptation de la part des résidents. Monsieur le préfet me disait que c'était des chiffres un peu voisins qu'on trouvait à Masseube, à Plaisance, alors qu'un temps, on s'est un peu quand même inquiété de savoir s'il n'y aurait pas que 60 ou 70% des gens qui seraient d'accord avec ça. En fait, on a des niveaux assez élevés s'agissant des résidents, mais s'agissant des soignants, est-ce qu'on a des indications? Alors, les soignants, on a ces deux fils, quoi. D'une part, d'âge, plus de 50 ans, et d'autre part, de volontariat. Donc, on est dans une proportion moindre pour l'instant. Mais c'est un indicateur qu'on va suivre avec attention aussi, hein, y compris sur l'autre volet qui est les centres de vaccination, les points de vaccination ouverts aux professionnels de santé en établissement. Juste par rapport au... Je suis engagée à faire un petit sondage sur les personnels d'aide à domicile sur ma communauté commune pour avoir un petit peu une idée du niveau d'acceptation, de l'acceptabilité, je ne sais pas, de ce vaccin. J'ai 40 personnels qui ont été interrogés. Il y en a une dizaine qui seraient favorables. Donc ça donne une indication sur peut-être le taux de réponse positive. Alors, je n'ai pas pris en considération, par contre, les 50 ans, je n'ai pas pris en considération toutes les questions d'âge, tous âges confondus, puisque je n'avais pas un temps suffisant pour faire ça. Voilà, mais ça me donne une indication, on est à peu près sur 20%. Allez, on est à peu près sur 20% de personnel aide à domicile qui serait par contre qui dépendent du CIAS. Oui, du CIAS. Ah. Voilà, c'est pour avoir une idée en fait de ce que ça pouvait représenter et comment ça pouvait être accepté au niveau local. Alors après, c'est une enquête, un sondage sur un temps très court, voilà, donc il faut mettre tous les... mais voilà, ça peut donner peut-être une indication. Vous voyez, monsieur Blais, pour être concret, nous avons, vous savez, notre système de questions posées par les citoyens, et là on a Rose qui
pose la question, elle dit « Ma mère a 78 ans, elle vit dans son propre domicile, à Casaubon, quand pourra-t-elle être vaccinée ?» Est-ce qu'on a, en termes de calendrier, des perspectives qui permettent de répondre à ces gens qui ont plus de 75 ans et qui sont à domicile? J'ai envie de vous poser la question pour mon père qui lui en a 94 et qui me demande tous les jours quand il pourra être vacciné. Alors, on peut répondre à ces deux personnes à partir de février. Voilà. Je ne peux pas donner de réponse plus précise que ça pour l'instant, parce que effectivement, on a. Alors, ça dépend, vous l'avez compris, des vaccins. Si on a d'autres vaccins, parce que le vaccin Moderna, il se conserve, je crois, à moins de 20, lui. Par contre, il est plus facile d'utilisation ensuite, puisqu'il est entre plus 2 et plus 8, il se conserve pendant un mois, et pas pendant 5 jours. Donc ça détend un peu cette course contre la montre dans laquelle on est pour certains EHPAD actuellement. Hein. Donc, en fonction des vaccins qui sont disponibles, après il y a des vaccins plus classiques, parce que là ce sont des techniques un peu nouvelles, hein, ces deux vaccins ARN messager, donc ne me demandez pas trop, il y a des gens plus qualifiés que moi pour répondre ici. Mais on aura peut-être après des vaccins plus classiques, hein, avec des conditions d'utilisation plus souples. Donc là, on pourra utiliser peut-être le système de santé de droit commun. Parce qu'on a cet inconnu-là, par exemple. Il faut gérer à la fois l'offre vaccinale, le produit, hein, et ensuite les publics et comment on ajuste les deux. Donc, normalement, si on reste sur les vaccins actuels, à partir si on a Moderna, il faut qu'on se pose la question, une fois qu'on aura bien calé les choses pour les EHPAD, après le 15 janvier, sur effectivement comment on peut toucher ces publics de la deuxième phase, qui sont les personnes de plus de 75 ans, et puis ensuite les 65-74 ans, etc. Puisque, une fois qu'on a commencé, donc ça ne va jamais s'arrêter. Hein. Ouais. Tant qu'on n'aura pas vacciné tout le monde, ça ne s'arrêtera pas. Alors, sur une question de moi, une personne qui a 78 ans, qui est en EHPAD, elle va être vaccinée dans l'EHPAD où elle se trouve. La même personne qui a 78 ans, qui est à domicile, elle va être vaccinée à son domicile ou elle pourra être vaccinée chez un professionnel de santé, voire chez des centres de vaccination, voilà. Si on les met en œuvre. C'est là où on pourra avoir éventuellement ça. D'accord. Et là, j'ai une question de Cathy qui dit « Je suis aide à domicile, je n'ai pas 50 ans et je trouve inadmissible de ne pas être prioritaire, il faut que je puisse rassurer mes patients. » J'ajoute une chose, M. Blais, il faut le savoir, c'est qu'on a encore, nous, vous savez, on surveille nos plans d'APA et on a des plans d'APA, nombre d'heures passées par des aides à domicile dans le cadre de l'aide personnalisée à l'autonomie, qui sont loin d'être complets parce qu'il y a toujours encore un peu, il faut le savoir, une crainte de la part des gens qui sont à domicile de voir arriver de l'extérieur des gens qui ont l'habitude de voir, mais pour lequel il y a une forme d'inquiétude, quoi, en quelque sorte. Donc, on voit bien, pour reprendre ce que dit Cathy, elle a raison de le dire comme ça, c'est que l'idée de faire en sorte que toutes ces personnes qui viennent de l'extérieur, chez des gens qui sont, par leur âge, vulnérables, où il y a des éléments de comorbidité ou des choses comme ça, il y a besoin effectivement de les rassurer. Alors, j'imagine que vous allez me dire, mais même c'est une question d'adéquation entre les doses qu'on a et le nombre de personnes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a effectivement énormément de personnel qui vont à domicile et qui seraient très heureux de pouvoir arriver en étant dans un système d'immunité parce qu'ils ont été vaccinés. Oui, alors la question de Cathy est légitime, hein, et on comprend tout à fait. Il faut qu'on gère cette offre, pour l'instant, quantitativement illimitée. Hein, ça arrive, ça va arriver, je le répète, hein, tout le monde sera vacciné, mais au fur et à mesure. Donc, il faut bien qu'on ait un certain nombre de critères à partir des plus vulnérables. En fait, c'est ça, hein, la clé, elle est là. Hein. Voilà, mais Cathy, elle sera bien vaccinée un jour. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la vaccination ne doit pas non plus nous conduire à relâcher les gestes barrières, parce que c'est capital dans le fait de ne pas alimenter la circulation du virus.
c'est capital. On voit bien. Moi, j'ai fait les plans d'astrat, là, j'ai regardé les cas sur l'application CIDEP. Il y a beaucoup, on voit à partir des adresses et des noms qu'on est sur des réunions familiales ou amicales. Ouais. Il y a ça beaucoup encore. Voilà. Alors souvent se posera d'ailleurs la question, moi je sais qu'elle m'a été posée sur les réseaux sociaux, savoir comment on fera quand on parle des personnes qui ne sont pas en établissement. Au fond, on a compris que pour les personnes âgées en établissement, il y a une stratégie qui va se développer au fur et à mesure et qui va permettre de vacciner ces gens-là. Les 80% qui sont à l'extérieur, il va falloir faire des choix. Ce n'est pas nous qui allons les faire, c'est vous qui allez redéfinir les strates d'âge ou les vulnérabilités ou les priorités qui doivent être faites. Mais pour autant, il va falloir à ce moment-là faire un recensement parce qu'au fond, quand on a des résidents d'EHPAD, on sait ils sont là. Ils ont plus de 75 ans, ils sont en EHPAD, donc on les choisit. Ils sont un peu partout. Comment on fait le choix? Nous, on peut probablement contribuer à ce recensement parce que, par exemple, on sait quelles sont les personnes qui, dans le GERF, bénéficient de l'allocation personnalisée autonomie. Donc, on sait, par exemple, quels sont les gens qui sont en situation de vulnérabilité. Mais il va y avoir un besoin de recensement physique, en quelque sorte. Hein, il y a 26 000 personnes qui ont plus de 75 ans dans le GERF. Et on a environ 5 000 qui sont en EHPAD. Donc, les 21 000 restants, ils sont disséminés. Donc, est-ce qu'il faut mettre en place un système d'inscription? Nous, on pourrait parfaitement, nous, département, sur notre plateforme Internet, recueillir des informations. Comment le recensement va se faire? Parce qu'il va bien falloir recenser pour ensuite faire une stratégie de priorité ou d'organisation. Moi, je le redis, je pense qu'on est effectivement dans une vraie bataille, vraie guerre avec des délais à respecter pour parvenir le plus vite possible à ça. Et je pense qu'il y aura un effet d'entraînement en plus quand on va faire. Et je pense que le plus dur, ce sera effectivement l'organisation, la coordination de ça, et notamment avec les professionnels de santé. Moi, chaque fois que je les vois, hier, je raconte à Michel Gabas que je suis allé dans une pharmacie occitane où les pharmaciennes sont venues me parler de la proposition qu'on faisait et de leur capacité. Moi, je sens des professionnels de santé très, très capables de se mobiliser, de se coordonner et de faire plus que ce qu'ils font actuellement. Je pense que les médecins généralistes, mais aussi les pharmaciens, les infirmiers, les infirmières, c'est les fantassins de notre campagne de vaccination. Et donc, il y a tout un travail de monitoring, d'organisation, de coordination qui doit être fait. Quand j'exprime mon souhait qu'on fasse des centres de vaccination, c'est un peu ça. L'autre jour, écoutez ce que je disais à Michel Gabas sur France Info, une émission qui s'appelle notamment Les Informés, mais il arrive que les informés ne soient pas bien informés. C'est-à-dire que quand les informés sont des journalistes qui n'ont jamais dépassé le périphérique extérieur, ils ne savent pas trop ce qui se passe dans nos territoires. Et par exemple, ils pensent que tout le monde vit en EHPAD. Tout le monde vit en EHPAD. Ben non, tout le monde ne vit pas en EHPAD. C'est pas comme ça que ça se passe quand on est dans le Gers, quand on est dans le Lot, quand on est en Dordogne. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est ça. Est-ce que c'est recenser une douzaine de communes parce que c'est très différent de la stratégie de test. Autant nous, on s'est appliqué à aller dans des petits villages pour aller vers des gens pour les tests. Là, c'est pas comme ça qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, en revanche, peut-être que ce sera à faire, c'est amener les gens vers des centres qui auront été répertoriés, à des jours qui auront été répertoriés, à des heures qui auront été répertoriées. Et si, dans ma tête, hein, dans mon esprit, ce que c'est un centre de vaccination, on recense une douzaine de communes bourg-centre avec des raisons de centralité. On demande aux maires de trouver des lieux, mais je vais vous assurer qu'ils m'appellent depuis hier. Ils sont tous une salle polyvalente, une salle des fêtes, quelque chose à mettre au service. On peut leur demander de recenser avec vous les professionnels de santé de ce territoire qui sont habilités ou qui seront habilités à faire les vaccins. Donc, on saura qu'on a X pharmaciens, X infirmières, X médecins généralistes. Comme Michel Gabas, je me parlais d'un chiffre de 19 sur EOS. Et ensuite, on fait une organisation militaire. C'est la raison pour laquelle
je le dis ici, j'ai très envie de mobiliser aussi le SDIS et les chefs de centre. Je pense que quand on fera, si on vous autorisez à les faire, des centres de vaccination dans des communes, il faudra que les chefs de centre puissent être mobilisés aux côtés des services des mairies et aux côtés du département pour faire une organisation militaire, pas simplement l'organisation du cheminement pour être vacciné, mais pour vraiment que, parce que effectivement, vous avez dit, on va avoir peut-être un vaccin qui aura moins de contraintes en termes de conservation et de logistique. Tant mieux. Mais pour le moment, on a quelque chose qui est quand même dont la date de péremption est quand même très fragile. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on perde des doses, quoi. Il ne faut pas qu'on ait à un moment donné ni d'adéquation entre le nombre de personnes qu'on doit vacciner et le nombre de doses qu'on a. Donc, ça veut dire une organisation super militaire à faire pour pouvoir dire aux gens, voilà, vous êtes, ça peut être à l'échelle des pays d'ailleurs, hein, vous êtes dans tel pays ou EPCI, je ne sais pas, le centre de vaccination, il est là, et vous savez que tous les matins, de 9h à midi, vous trouverez quelqu'un, après vous êtes fait recenser en vous inscrivant sur l'ARS, le conseil départemental, peu importe, il faut faire ça. Nous, ce qu'on peut faire, c'est apporter une logistique dans l'organisation, mettre des personnels qui vont faire ça, parce que c'est quand même un peu plus sophistiqué que les tests, quoi. Les tests, on arrive, on fait les tests, on voit même qu'aujourd'hui, maintenant, d'autres personnes vont pouvoir faire les tests. Là, on est quand même dans un acte médical qui a quand même une spécificité. Mais en revanche, nous, on peut faire cet appui-là. Mais si je comprends bien, ce n'est pas la peine que nos centres de vaccination, si on les ouvre, soient ouverts lundi prochain. Et si je comprends bien, vous dites, et le gouvernement dit ça, fin janvier, février, on va commencer à vraiment essayer d'étendre ça. Qui veut la paix prépare la guerre. Hein, vous connaissez l'adage, donc ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare, nous, et que le jour où vous appuyez sur le bouton en disant voilà, on a fait les EHPAD, on élargit aux autres personnes, on soit en capacité de recevoir les gens. Voilà ce qu'on souhaite proposer. Et il y a besoin effectivement de ce recensement de qui sont quels sont les 50 000 premières personnes qui vont être prioritaires, que ce soit des personnes âgées à domicile, que ce soit plus de professionnels de santé, y compris ceux qui n'ont pas 50 ans, que ce soit plus de sapeurs-pompiers, voilà. Et un président de département. Alors, j'ai une demande de M. Abeyé, oui, alors, Gérard Abeyé, qui est un des membres du collège citoyen, M. Blay. Oui, M. Abeyé, on vous écoute. On n'entend pas, il y a le micro pas branché. Oui, bonjour. Je vous écoute, Monsieur le Président, et vous réclamez apparemment donc des décisions. Il s'avère qu'au niveau gouvernemental, sans vouloir faire de polémique, mais nous avons beaucoup de médecins qui interviennent. Il y a une partie qui est aussi importante que la partie médicale, c'est la partie logistique. À ce jour, il n'y a eu aucun responsable logistique national qui a été nommé. Vous parlez d'intervention militaire. Je vois que pour reconstruire Notre-Dame, pour la partie organisation, on a effectivement nommé un général. Mais à l'heure actuelle, on est dans le flou, les citoyens sont dans le flou complètement parce qu'on entend des médecins. On a nommé un monsieur vaccin, un professeur, qui est pro-vaccin, un peu timide, mais qui en plus dit « je n'y connais rien en communication et je n'y connais rien en logistique ». Donc c'est quand même inquiétant de voir qu'il n'y a aucune tête qui dirige la logistique en France pour cette opération. Il y a des civils qui savent le faire, il y a des militaires qui savent le faire. Pour le moment, c'est le flou le plus complet. Ensuite, en ce qui concerne la vaccination dans le Gers, bon, je crois que vous avez parlé, Monsieur le Président, de vacciner 100 000 personnes le plus rapidement possible. D'après les chiffres que j'ai, bon, un petit calcul, on sera à 45 000 à peu près personnes qui rentrent en phase 1 et phase 2 par rapport aux 15 millions qui sont prévus par le gouvernement. Ces gens-là, cette phase 2, comment va-t-on pouvoir déjà avoir 90 000 doses dans le Gers, en sachant qu'on augmente au fur et à mesure des demandes le nombre de personnes qu'on doit vacciner par urgence, mais on n'a pas augmenté le nombre de doses qu'on doit recevoir. Donc on risque de se heurter au problème qui, je pense, se heurte aujourd'hui les Allemands, c'est de se retrouver à vacciner beaucoup de monde, et puis après de se mordre les doigts, parce qu'on n'a plus rien
pratiquement pour continuer la période de vaccination. Donc, on va se retrouver à un moment avec un trou dans la raquette, puisque on dit on va vacciner ça, ça fait 5 millions, on va vacciner ça fait 2 millions, mais les doses, on ne nous a pas dit qu'on allait recevoir 5 millions de plus que prévu ou 15 millions de plus que prévu. Et quand on écoute le ministre de la Santé, à propos des 75 ans, il a déclaré hier, ces gens-là vont être vaccinés à partir de fin janvier, ça va prendre quelques semaines ou quelques mois. Donc, c'est vrai que le public est très inquiet par rapport à ce décalage qu'il y a entre les gens qu'on veut vacciner à tout prix et les doses qui, de toute façon, n'arrivent pas plus vite. Voilà. Merci, monsieur Abbaye. Je vais passer la parole à Michel Gabas quand même pour qu'il s'exprime, puis peut-être aux infirmières. Simplement, je ne suis pas là chargé de défendre le gouvernement. Il y a monsieur Blais pour ça. Mais simplement, je veux quand même qu'on se rappelle qu'il y a encore quelques mois de cela, on pensait que les vaccins ne seraient opérationnels qu'à la fin de l'année 2021. Il y a eu une accélération formidable qui permet qu'on ait des vaccins utilisables dans le monde à partir de la fin de l'année 2020 et début 2021. Mais il y a encore quelques mois, on se demandait si on en aurait un à l'automne 2021. Ce n'est pas pour excuser les choses, mais je voudrais qu'on rappelle qu'on est quand même dans quelque chose qui est constamment évolutif, en fait, et qui, effectivement, nous interpelle de ce point de vue-là. Michel Gabas. Monsieur le Président, moi je suis tout à fait on est là pour faire bloc, pour accompagner l'État dans une campagne de vaccination massive qui va monter en puissance. Donc la question, je pense, qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, lorsqu'on va avoir suffisamment de vaccins pour répondre à nos familles, comment on va organiser la vaccination de masse, en considérant qu'avec 40% de gens qui aujourd'hui sont volontaires au niveau national qui sont à vacciner, ça peut se présenter 5 millions. Et si on ramène les 40%, ça va monter en puissance, ça fait 80 000 personnes vaccinées. En sachant aussi, je ne sais pas si le docteur le sait vraiment, qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la campagne de vaccination, je pense qu'il y aura une adhésion de la population qui va peut-être augmenter. Ça va exploser et que ça peut être augmenté. Donc aujourd'hui, je crois que la question qu'il faut se poser, c'est la raison pour laquelle on est ici, au-delà des EHPAD, là pour le coup, je crois la méthodologie est arrêtée et ça va avancer assez rapidement. Au-delà des EHPAD, comment organiser derrière la vaccination de masse quand on va se dire que peut-être en février ou début mars, qu'on va avoir suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde. Et c'est là où le département, les collectivités locales et les maires auront un rôle à jouer avec les professionnels de santé, de coordination, c'est la discussion qu'on a eue hier là-dessus, la coordination qui peut être à la fois pilotée par le département, et le préfet bien sûr, et l'association de maires et les professionnels de santé, parce qu'il va falloir être efficace. Je crois que moi, avec toutes les casquettes de pharmacien et de maire, et vous, en tant que aussi maire, je le sais, on est interrogé par la population. On a des questions de ce genre, où on nous dit, mais le vaccin, alors déjà on nous pose des questions sur les vaccins, quel est le meilleur, pourquoi celui-ci, pourquoi celui-là, bon, ça c'est technique, hein, on va pas rentrer dans la technique, parce que je pense qu'on peut être humble devant ce qui se passe. Mais je crois que ce qui est important, c'est à la fois de définir d'ores et déjà, je pense qu'on devrait définir peut-être d'ici 10 jours ou une semaine, les endroits où on va vacciner. Il faut déjà préparer par anticipation le maillage territorial, le maillage départemental, équipé, parce que les vaccins, il y a la chaîne du froid, donc il faudra quand même quelques armoires réfrigérées. On ne va pas acheter le vaccin, excusez-moi, voilà. Donc, je cherche le mot, mais il y a des armoires réfrigérées spéciales vaccins avec des sondes extérieures et des traçabilités. Donc, il faut vraiment l'organiser, et ça se anticipe, on a le temps, puisqu'on va être sur le marché de vaccins la semaine prochaine. Donc, autant le préparer tranquillement avec tous les acteurs, et puis ensuite, moi, je dirais qu'il y a une plateforme départementale où les gens déjà expriment, sur l'informatique, expriment leur souhait ou pas de se faire vacciner.
Et après, dire, ben voilà, j'étais là, j'habite là, j'habite par exemple à Florence, mais s'il y a un centre à Florence, je coche Florence. Pour qu'on ait déjà une anticipation et que, comme disait le président, quand vous dites appuyez sur le bouton, on commence. Je pense que c'est ça qu'on demande. Et ça rassurerait, je pense, la population, ça rassurerait aussi l'État, parce que l'État va se dire, bon, je peux m'appuyer sur les collectivités et les professionnels de santé, il faut rassurer la population. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on le dit tous, hein, on est dans une crise sanitaire qui n'a jamais été vécue depuis 100 ans, depuis on n'y était pas, hein, une crise sanitaire qui est pandémique, où tout le monde essaie de faire ce qu'il peut dans son coin. Et le grand sujet, c'est la logistique, la coordination. Le problème sanitaire, il est réglé par les labos, par l'État qui dit voilà, vous allez vous vacciner avec un vaccin. Et sur le terrain, il faut vraiment qu'on l'organise. Et pour l'organiser, il faut que tout le monde adhère au système. Et moi, je pense que c'est important aussi de faire travailler les professionnels de santé du public et du privé, du libéral. Parce qu'on est tous, quand on est médecin ou pharmacien, qu'on soit pharmacien à l'hôpital, pharmacien d'officine, médecin à l'hôpital, médecin libéral, on a le même diplôme, on est capable de travailler ensemble et on a envie de travailler ensemble. C'est important de mobiliser toutes les troupes parce qu'on est un État vraiment de conflit, donc il faut le régler. Et nous, on a à disposition, aussi bien les élus que les professionnels de santé à disposition de l'État et de l'ARS. Michel, je vais demander, parce que c'est important de les écouter, il se trouve qu'on a deux infirmières, l'une membre du Collège citoyen, c'est Sandra Istouzi, et puis on a comme invité Mylène Costa, qui est une infirmière libérale de Florence, qui a été très présente sur nos opérations de bus-test. Moi, ce que j'ai retenu de nos conversations avec Michel Gavaz et des conversations que j'ai pu avoir des professionnels de santé, pharmaciens, etc., c'est que parfois, souvent, dans un territoire, ils travaillaient chacun sans forcément bien se connaître, et que le besoin d'une organisation ne peut pas se faire qu'avec Doctolib. Enfin, ça peut être utilisé aussi comme support, et ce besoin de dire finalement, on est dans une guerre de 3-4 mois, quoi. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on ait à l'esprit. On a une guerre de 3-4 mois à mener. Cette guerre de 3-4 mois, si on la mène bien, elle peut nous sortir de la vie que nous menons actuellement. Elle peut sortir les gens de la vie qu'ils mènent actuellement. C'est pour ça que je crois à l'adhésion à la vaccination. Mais il faut à ce moment-là que les fantassins sanitaires que sont les infirmiers, les infirmières et les pharmaciens, bien sûr les médecins généralistes, bien sûr l'hôpital, mais il ne faut pas avoir une obsession de l'hôpital. La médecine de ville, c'est celle à la campagne qui est la plus performante et la plus rassurante et la plus pédagogue par rapport aux gens. Donc, il faut vraiment pouvoir l'utiliser. Sandra Istouzi, peut-être un mot sur le vécu et sur, au fond, les attentes que vous pouvez avoir, vous, dans votre profession. C'est que nous sommes des référents. On nous demande qu'est-ce que vous feriez. Ils attendent une réponse pour être rassurés. La pédagogie a un lien avec les vaccins. Qu'est-ce que vous feriez? Et en fonction de notre réponse, on peut influencer le choix et la décision des patients et des gens. Moi, dans ma famille, pendant les fêtes, vous l'avez dit, il y a eu des rassemblements, le sujet, c'était les tests et le vaccin. Et qu'est-ce que toi tu ferais? Tu es infirmière, tu le ferais, tu ne le ferais pas. Alors, je n'ai pas plus de 50 ans, hein, donc je ne suis pas non plus militaire, mais je suis infirmière. Et on a ce rôle à jouer d'information, de pédagogie et d'influence quelque part à adhérer à un vaccin. Et après, il y a toute la désinformation que les médias, les réseaux sociaux, etc. Donc, toute cette approche qu'on a auprès des patients, elle est hyper importante. Et c'est une coordination, alors moi je suis en privé, mais les collèges libéraux, on échange beaucoup avec Julie aussi. Et tout le monde a ce rôle à jouer d'information et on doit créer un réseau de collaboration. Moi, je suis infirmière en privé, mais je fais le même travail que mes collègues à l'hôpital, qu'en libéral, etc. On n'a pas les mêmes moyens matériels, mais l'information et toute cette pédagogie que les médecins nous apportent, on doit la transmettre aussi aux patients. Et c'est vrai qu'on échange pas mal avec les médecins et les chirurgiens, et qui ont une moyenne d'âge certaine.
Et quand on leur demande un truc professionnel, qu'est-ce que vous feriez, il y a beaucoup de débats. Il y a des contradictions, il y a des gens qui sont catégoriques, oui, moi je vais me faire vacciner, et d'autres sont plus réticents, attendent d'avoir un peu de recul. Mais ces échanges, c'est constructif et c'est productif. Et c'est par ce biais-là qu'on peut après transmettre aux patients. On a une population relativement âgée, comme vous le disiez, M. le Président, qui a la domicile, et il faut vraiment qu'on les incite à se vacciner et à apporter cette pédagogie. Elle est très très importante. Merci. Est-ce que Mylène Costa nous entend? Est-ce qu'elle est là? On l'a ou pas? Elle est là, Mylène Costa? Il faudrait ouvrir votre micro. Alors, en attendant, on va passer la parole à Samuel Masnez, qui est le directeur de la MDPH, parce que, M. Blay, il y a aussi une problématique de priorité aussi et beaucoup d'inquiétude chez les personnes qui sont handicapées et qui se demandent là aussi à quel moment. Samuel? Oui, bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez tous? Le fameux bonjour, vous m'entendez? Alors, donc c'est bon. Oui, voilà, effectivement, on est dans aujourd'hui, la question centrale, c'est le recensement et derrière ça, le plan d'action. Et si je partage bien évidemment le besoin de cibler, de prioriser les personnes âgées, notamment en EHPAD, je voudrais qu'on ait aussi, qu'on n'oublie pas les personnes handicapées, car ce sont bien évidemment des personnes fragiles et vulnérables, particulièrement à ce Covid. Donc c'est vrai que, parce que beaucoup vivent aussi en établissement, je pense par exemple aux femmes ou aux masses, ou voire aux familles d'accueil aussi. Donc il faudrait qu'on intègre aussi ces publics dans le recensement des publics prioritaires. Je pense que c'est aussi une question symbolique parce que des fois on a un peu le sentiment que les personnes handicapées sont oubliées de cette réflexion. Donc c'est important de les intégrer dans ces priorités. Je pense aussi, je reviens à ce qui a été dit sur les professionnels. On a aussi des professionnels, à la MDPH, des évaluateurs qui vont au domicile. Donc, en général, en plus, ils vont au domicile des personnes les plus vulnérables parce que c'est souvent pour l'évaluation de PCH, d'aide technique. Donc, il faut aussi intégrer, c'est au même titre que les agents de l'APA, les intégrer aussi dans ce recensement. Et voilà, ce qui est important, effectivement, c'est là, on est une question de méthodologie. Quand on recense ces publics et quand derrière on déclenche un plan d'action, il faut répondre à 3 questions. C'est qui, où et comment. Donc, à un moment donné, effectivement, une fois qu'on a recensé, il faut savoir où seront vaccinées ces personnes et à quelle échéance. Moi, tout personnel, il peut être vacciné comme mais je veux bien attendre, mais j'ai besoin aussi de perspectives, de savoir à quel moment quel public sera vacciné. Donc cette priorisation est importante. Il faut aussi en train de parler là. Au personnel d'accueil aussi, je pense à la MDPH, je pense aussi aux centres sociaux. Aujourd'hui, à la MDPH, par exemple, on est fermé, mais on a aussi des agents qui sont en fragilité ou en vulnérabilité. Donc, il faut aussi penser à vacciner aussi ces personnes qui seront en contact des personnes handicapées ou des personnes âgées qui peuvent être fragiles. Donc voilà, je souscris un petit peu à ce qui a été dit par le président, par Michel Gabas, sur à un moment donné, on est aujourd'hui dans l'action, donc il faut être pragmatique et il faut surtout aussi avoir des informations fiables. Parce que aujourd'hui, c'est pas forcément la préoccupation majeure des personnes qui appellent à la MDPH, mais ça va le devenir. Donc, on va avoir besoin d'informations fiables sur qui sera vacciné en priorité, quand ce sera, où ce sera. Donc, nos institutions et nos agents ont besoin que ce recensement soit le plus lisible possible. C'est aussi une question de on s'attache à des publics cibles, mais la population nous regarde et nous écoute. Donc, on a besoin effectivement d'avoir un plan d'action qui soit vraiment et un planning qui soit crédible et rapidement opérationnel pour rassurer les publics visés, mais également le reste de la population qui va attendre que cette deuxième phase de vaccination arrive.
Donc voilà, donc pensez aussi, Monsieur Blais, je sais je ne doute pas qu'il oublie les personnes handicapées, mais il faut effectivement les intégrer, notamment ceux qui sont en établissement. Merci Samuel pour ça. Je crois qu'on a retrouvé Mylène Costa, qui est de ses collègues Doria et Véronique. Donc voilà, quelle est votre vision de ce qui va se passer maintenant en dépassant le stade des EHPAD, et quelles sont à votre avis les attentes ou les suggestions qu'on peut avoir pour avoir une campagne de vaccination qui se fasse dans les meilleures conditions possibles? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, on voit bien que c'est en train de s'étendre au niveau du département. Par contre, on a des demandes pour les gens qui sont effectivement à domicile, qui craignent donc le fait que les aides à domicile puissent être vaccinés vont les rassurer, mais eux attendent les vaccinations à domicile. Donc, j'ai cru comprendre qu'on pouvait également favoriser le déplacement des personnes vers des centres de vaccination, mais ça ne va pas être possible pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut inclure aussi les maires qui connaissent quand même leurs administrés. Donc, effectivement, ils peuvent être, je pense, des bons conseillers. Ensuite, effectivement, les médecins, parce que bon, mais toutes ces personnes-là sont souvent des traitements et tous les mois, ces patients, ou tous les 3 mois peut-être, vont chez leur médecin pour renouveler leur traitement. Et donc, je pense que les informations pour cette vaccination, soit à domicile, soit vers des centres, peut être considérée. Mais je pense qu'il faut commencer par la base, donc par les maires, les conseillers et les gens qui sont sur le terrain pour faire un état des personnes qui peuvent prétendre à cette vaccination. Merci beaucoup. Jean-Michel Blais va vous répondre. J'aurai ensuite Michel Fauchier qui veut intervenir, et puis le docteur Clouzot qui dira aussi un mot. Mais Jean-Michel Blais. Juste un mot par rapport aux personnes qui sont à domicile, dont vous parliez tout à l'heure, qui rentrent dans cette deuxième phase vaccinale. L'assurance maladie les préviendra, puisque ce sont des gens qui sont recensés dans les comme ayant des affections longue durée, ou donc qui ont des facteurs de risque qui les rendent prioritaires sur cette deuxième phase. Hein. Donc il y aura une information sur le volet public, il y aura une information par l'assurance maladie. Merci. Alors, Michel Fauchier voulait dire un mot, ensuite le docteur Clouzot et Cyril Cotona et Michel Baillac pour les associations d'élus. Michel Fauchier. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Oui, le fameux. Bien. J'acquiesce tout à fait à votre idée d'organiser dès maintenant le principe de vaccination, parce que l'inquiétude, en effet, porte aujourd'hui, je crois, beaucoup sur la logistique. Je dirais il y a 3 piliers dans notre affaire. Celui-ci, c'est le pilier des institutions, qu'elles soient locales ou nationales, qui doivent répondre à cette demande dans un grand souci d'égalité, bien évidemment. Il y en a 2 autres. Le deuxième, c'est celui de la confiance. C'est la confiance que nous accordons à nos médecins, nos pharmaciens, au personnel de santé, qui vont nous conseiller, qui vont vraisemblablement nous vacciner. Parce que ça ne peut passer que par eux et dans les modalités les plus proches des personnes. Je crois que c'est important. Et de ce qui me revient des uns et des autres, les médecins, les pharmaciens, les maires que je côtoie, ce sont ces 2 demandes qui reviennent. J'ajoute un 3e pilier, qui est celui de la science, qu'on n'a pas abordé ici. Mais si nous avons un vaccin, c'est parce que nous avons aussi une réalité scientifique, et je crois que cela fait partie du lot sans entrer dans la polémique. Et comme le disait, je crois, au XVIIIe siècle, un homme qui s'appelle David Hume, la science n'est pas soumise au vote. Je vous remercie. Michel Fauchier. Donc le docteur Clouzot voulait nous dire un mot, je crois. Docteur, il est où? Oui, bonjour. Ouais. Bonjour. Voilà. Merci, vous m'avez demandé de participer en tant qu'expert à ce comité. Et comme j'ai une petite habitude de la gestion des crises épidémiques. Voilà. Donc, pour que un problème de santé publique trouve une bonne solution, il faut résoudre, arriver à trouver le bon équilibre entre le besoin, la demande et l'offre. Et là, dans le cas présent, vous avez très bien défini le besoin, il est clairement et scientifiquement déterminé, c'est 100 000 personnes vaccinées à terme dans le département. Le deuxième volet, c'est la demande. La demande, c'est
est-ce que les gens réclament ce vaccin? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Et on voit bien que ça, on a fait le constat, que plus les gens sont âgés, et plus ils sont diplômés, plus ils sont demandeurs de ce vaccin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est acquérir la confiance pour que les autres populations réclament ce vaccin. Et ça va venir, mais c'est très fluctuant parce que ça va dépendre éventuellement des effets secondaires ou des événements qui vont se produire, pas nécessairement dans le Gers, peut-être à l'autre bout du monde, mais on a vu que s'il y avait des incidents sur la vaccination, ça aura une influence très forte sur le ressenti, sur le désir d'être vacciné. La troisième chose, c'est l'offre. Et là, actuellement, cette offre, elle est coordonnée par les autorités de santé. Et la difficulté, c'est les vaccins. Déjà, alors le vaccin qu'on a actuellement n'est pas très, très adapté à la réponse, mais l'espoir qu'on a, c'est effectivement d'avoir des vaccins plus adaptés qui vont nous permettre d'adapter une réponse, une offre beaucoup plus souple et beaucoup plus pratique. Alors, nos autorités sanitaires, ou le gouvernement, si on peut résumer, sont sous pression. Mais moi, je trouve qu'ils agissent vraiment avec prudence et sagesse. Au dernier comité, au dernier conseil, on avait vraiment, la question du consentement était primordiale. Tout le monde voulait qu'on mette en place le consentement. Et là, il y a des dispositifs qui sont mis en place et qui, du coup, sont lourds et freinent un peu la mise en place de la vaccination dans les EHPAD, mais n'empêche que c'est très, très sage. La deuxième obligation des autorités sanitaires, c'est le suivi des effets secondaires. Parce qu'on est encore sur des vaccins expérimentaux. Hein. On passe en population générale, mais il faut veiller à dépister maintenant, est-ce que ces vaccins sont vraiment aussi bien tolérés que ce qu'on a trouvé dans les premières études. Et pour pouvoir faire ce suivi, c'est important de pouvoir déjà veiller à l'effet secondaire immédiat, qui veut dire garder la personne sur surveillance pendant au moins un quart d'heure. Et ça, on ne fait pas ça avec tous les vaccins. Mais vous voyez, faire attendre des gens dans une pharmacie, c'est compliqué. Ou même dans des centres. C'est pour ça qu'au début, ce nouveau type de vaccin nous oblige à être extrêmement prudents. Alors, ce qu'on espère rapidement, c'est un vaccin plus souple, qui se rapproche, on va dire, des vaccins classiques, tel le vaccin pour la grippe, parce que alors là, ça va être beaucoup plus facile pour nous de renforcer des vaccinations très, très au point auprès de tous les publics cibles dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est le vaccin annuel qu'on fait pour la grippe. Et là, on a tout à fait la facilité à repérer tous les sujets à risque grâce aux fichiers de la CPN. Et donc ça, on est un peu dans ce temps-là. Et quand je vois tout ça, moi, je pense à une personne, Antoine Parmentier. Donc, à l'école, on a appris que M. Parmentier, à la veille de la Révolution, avait réussi à rendre désirable aux Français le fait de manger des pommes de terre. Et alors, il a appris ça à l'école, comme il avait fait garder un champ, et brutalement, alors que c'était un produit qui était bon pour les cochons, les gens en ont voulu. Et donc, M. Parmentier a réussi à faire ça. Et j'espère qu'on va réussir à faire pour le vaccin, à créer ce désir de se faire vacciner. Comme ça, la demande va permettre d'arriver aux besoins. Parmentier a réussi une deuxième chose qui est moins connue, c'est qu'à l'époque, on vaccinait déjà. Donc, à la veille de la Révolution, l'ennemi numéro 1, c'était la variole, une maladie qui a disparu de la planète en 1979 grâce à la vaccination. Et donc, avant la Révolution, on vaccinait contre la variole, et lui a mis en place la vaccination généralisée des armées françaises. Donc, je pense à Antoine Charpentier, je lui dis qu'on devrait s'inspirer et arriver à faire aujourd'hui ce que lui a fait il y a plus de 200 ans. Alors, au niveau du département, je pense que c'est très, très important. Il y a une stratégie un peu complexe qui se met en place pour faire de l'offre, qui pour l'instant, c'est logique, doit être centrée sur les hôpitaux. Et la connaissance des élus, la connaissance du département doit pouvoir ajouter des moyens supplémentaires. Mais à mon avis, il n'y a pas à se précipiter pour vouloir démultiplier quelque chose de très compliqué qui, j'espère, d'ici 1 mois ou 2 mois, va se simplifier. Ça va se simplifier parce que effectivement le consentement va se simplifier, parce que les vaccins qui vont arriver, j'espère très rapidement, seront beaucoup plus simples, où on va trouver des mises à disposition qui seront beaucoup plus simples, qui vont faire qu'on va pouvoir vacciner largement. Et j'espère aussi que progressivement ces vaccins vont faire preuve soient moins néfastes pour qu'on puisse généraliser les vaccinateurs, ce qu'on ne peut pas tout à fait faire actuellement. Et autant pour la grippe ou pour la rougeole, on peut faire vacciner largement et on va dire presque sans surveillance médicale rapprochée, autant là, il faut être encore prudent pendant 1 ou 2 mois. Donc moi, je pense que c'est très important de soutenir ce qui se met en place actuellement. Il ne faut pas crier en disant « mais regardez, l'Allemagne fait ci, l'Allemagne fait ça », ou les États-Unis ou d'autres pays, parce qu'il y a des pays qui font n'importe quoi actuellement.
et qui risquent de s'en mordre les doigts en vaccinant avec des vaccins qui ne sont pas encore certifiés ou des choses comme ça. Si les certifications européennes sont longues, il faut prendre le temps, on n'est pas à quelques jours. La situation, certes, on est en guerre, mais ce n'est pas une maladie qui va tuer les Français et les Françaises dans les 10 jours qui suivent. Donc, il faut prendre le temps de continuer à travailler aussi proprement, moi je pense, que ce qui est fait actuellement. Et surtout, pour rassurer les populations, pour dire que oui, la vaccination, c'est une bonne chose, mais elle doit respecter les règles. Voilà, Monsieur le Président, c'était les quelques mots que je voulais dire, mais effectivement, le département doit trouver sa place dans le système, dans la confiance, dans la mise à proximité. Mais je pense que dès qu'il y aura un vaccin plus souple, on va pouvoir aider, mais on peut aider au transport des personnes, comme vous l'avez dit. S'il y a des structures qui s'en manquent, ça sera une très très bonne chose. Merci, c'était le désormais célèbre moment Clouzot de notre CDAV avec la franchise, la dynamique qu'on connaît au docteur Clouzot. Merci. Je vais passer la parole aux associations d'élus, mais on va terminer avec des interventions plus sanitaires. Je crois que le docteur Sarlan voulait nous dire un mot à ce stade de notre échange. Je vais rebondir sur ce que disait M. Clouzot. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure par M. Gabas, on a un temps là très intéressant parce qu'on pourra le préparer. Toute personne vaccinée devra être enregistrée pour effectivement assurer une traçabilité à long terme. Parce qu'on pourrait très bien avoir des polémiques dans quelques temps sur les effets vaccinaux, et ça permettrait vraiment de faire la part des choses. Il y a quelques mois, une étude était sortie sur un tout autre sujet, c'est les Suédois qui ont réussi à prouver que la vaccination HPV était pertinente parce qu'ils ont un registre national, ils ont pu séparer la population vaccinée par rapport à la population non vaccinée sur l'HPV, montrer qu'effectivement aussi quelles sont les personnes qui ont fait un cancer du col et quelles sont celles qui n'ont pas fait de cancer du col. Ils ont pu intégrer ceci en croisant les données et montrer que parmi les gens qui n'avaient pas été vaccinés, beaucoup plus de cancers, 300 cancers, ces populations non vaccinées, versus une dizaine de cas parmi la population sur des millions de jeunes Suédois vaccinés sur une période de 10 ans, 2006-2017. Ils ont pu faire ça parce qu'ils enregistrent les choses. C'est la première fois ici, au niveau national, on pourrait avoir une saisie de toutes les vaccinations pour avoir ce suivi longitudinal et qui permettrait de faire la part des choses. Si demain on nous sort une polémique, vous savez, en polémique on est quand même pour dire que oui, telle personne, on pourrait effectivement regarder dans le groupe des personnes vaccinées si effectivement il y a une incidence particulière versus la population non vaccinée. Et ça, c'est un élément clé, et cette logistique, c'est maintenant qu'il faut la préparer, parce que ça nécessite du temps, ça nécessite une connexion, ça nécessite qu'un professionnel saisisse, s'applique. Ça, c'est pas forcément une habitude qu'on a en épidémiologie française. Et ça, c'est vraiment un exercice très particulier aussi. Il y a la vaccination, il y a ce que M. Clouzot a dit, il y aura la surveillance, c'est vrai. Je ne sais pas qu'on le connaisse, il y aura un gros développement sur ce sujet de vaccins qui sera utilisé dans les cancers du sein, parce qu'on a maintenant trouvé une autre stratégie. Ça va être exponentiel dans les années à venir sur d'autres pathologies. Ça, c'est vraiment. C'est vrai qu'ici, c'est en population générale, donc c'est intéressant d'avoir cet esprit de surveillance. Et ça, il faudra vraiment s'accorder à cette contrainte que ce sera la saisie. Ça prendra du temps, effectivement. Mais c'est ça qui permettra d'avoir de l'objectivité, de la clarté demain. Merci, docteur. Je sais qu'on s'impatiente du côté du SDIS, mais je ne veux pas non plus différer la prise de parole des associations d'élus. Et ensuite, je donnerai la parole à Bernard Jean et au colonel. Cyril Cotona. Une stratégie, je crois qu'on doit donner une réponse au niveau des territoires et de pouvoir se coordonner au niveau du conseil départemental et ainsi que des collectivités, donc des mairies, c'est la meilleure réponse. En parallèle avec ce que vous disiez, M. Blain, nous avons aussi dans nos mairies un fichier de recueil des personnes sensibles que l'on met à disposition et que l'on remplit, notamment dans le cas des épisodes de forte canicule. Donc effectivement, et en plus, dans nos communes rurales, je dirais en dessous de 1000 habitants,
on est plus à même, nous élus, on connaît nos populations, on les connaît, et c'est vrai qu'on pourra jouer un rôle, il me semble que c'est nécessaire, de relais, parce que je pense, pour avoir aussi discuté avec mes proches ou dans la sphère familiale, beaucoup de nos aînés attendent, sont très impatients, ils souhaitent être vaccinés, donc vraiment ils attendent, mais ils se posent la question, ils préféreraient, il me semble, être plus vaccinés, ils se posent des questions de pouvoir être vaccinés à domicile. Donc c'est vrai qu'on a donc des réponses, et je crois qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le relais des maires, car c'est vrai qu'on est au plus près des élus et on connaît plus facilement les populations. Michel, je redis une fois encore l'importance que vous avez avec vos deux associations et l'importance des maires. Ce qu'on veut faire, on ne le fera qu'avec les maires. Le département peut proposer son appui logistique, son organisation, sa capacité à coordonner un peu les choses, mais on voit bien que ce sont les maires qui vont nous proposer éventuellement les lieux pour le faire. Donc le rôle sera très important. Michel. Pour le président, d'abord, moi, je suis très très heureux de me retrouver dans ce comité et j'apprécie depuis le départ le ton qui est donné, le large éventail d'experts, parce que finalement, chacun dans sa catégorie est un petit peu expert. Bon, il ne faut pas avoir peur, il y a des experts peut-être. L'expert quand même, l'expert viticole. Mais on a toute une expertise et je trouve que la mutualisation de ces moyens humains d'abord, va concourir à gagner notre bataille sur le Covid. Moi, je relève la position de l'AMF, l'Association des maires de France, qui participe évidemment au comité Covid au niveau national. Et c'est vrai que le président Barouin a tout de suite, comme le disait Cyril, fait une offre de service en direction des pouvoirs publics, quel qu'il soit, pour être en première ligne, un petit peu en amont pour préparer un petit peu notre stratégie, mais aussi sur le terrain réellement lorsqu'il faudra pour être en mode logistique. Parce qu'en fait, on en a parlé tout à l'heure, les vaccins, mais il faudra des moyens pour les transporter, pour les stocker, etc. Des salles, des endroits pour peut-être faire des centres proposer des centres de vaccination, parfois du transport peut-être citoyen, où il faudra peut-être avancer certaines personnes vers le centre de vaccination. Bref, on est en pleine réflexion, on est ouvert, on est disponible pour réellement prendre notre part à ce grand chantier. Bon, on a besoin de sortir de cette période de confinement très épuisante pour tout le monde, avec des conséquences économiques, sociales, parfois désastreuses. Donc, c'est vrai que ce que vous faites, Président, c'est une prise de responsabilité. Moi, je salue aussi les services de l'État, et aussi le préfet, qui n'est pas là ce matin, mais qui là aussi, par son implication, quelque part nous oblige. Et on se sent très mobilisé par cette mobilisation des principaux élus. Et on va dire que les maires sont là pour être le relais, le premier maillon de cette République. Et je dirais, ces temps-ci, on s'est rendu compte que le département et la commune étaient finalement des maillons, je qualifierais d'essentiels. On parle beaucoup d'essentiels ou de non essentiels. Pour le coup, là, on a trouvé quand même de l'essentiel de proximité. Merci Michel. Je pense que les perspectives qu'on peut fixer, c'est-à-dire l'idée de se projeter vers la possibilité d'organiser ces centres, de les mettre à disposition des gens, d'avoir une organisation, tout ça, ça participera du besoin de rassurer effectivement les gens sur. Ils diront il y a quelque chose qui s'organise et qui va se mettre en place. Donc, on est rassuré, quand bien même c'est pas lundi ou mardi prochain. On aura notre rôle, c'est de fixer des perspectives, de se projeter, d'accompagner l'État, vraiment d'accompagner l'État et de se projeter. Donc c'est ça qu'on doit faire. Sur le transport, imaginons, voilà, vous avez un centre qui se monte à EOS. Les professionnels se réunissent et disent le lundi de 9h à midi, le mercredi de 15h à 17h. Vous vous inscrivez en disant hop, je coche la case EOS et je viens à EOS. Vous pouvez venir parce que vous avez de la famille qui vous emmène, comme ça. On ne peut pas venir, on a à ce moment-là peut-être nous
avec les communautés de communes, dont c'est souvent la compétence d'ailleurs, la possibilité d'organiser une forme de transport à la demande, en quelque sorte, qui permettra effectivement, tel jour, d'emmener les gens et de les ramener s'ils sont dans la possibilité de le faire. Cyril Cottenave, tu voulais rajouter quelque chose? Tout comme nous, personnels de santé, effectivement, les personnes demandent beaucoup pour être rassurées. Je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que les maires aussi, et de plus en plus, on parle de la période de pandémie de la Covid, parce que les villages nous demandent des informations et sont rassurés. Et on le sent encore plus avec cette pandémie. Donc, effectivement, nous sommes aussi en relais sur des transports, pas la compétence des communes, mais des transports citoyens. On peut très bien assurer le relais parce qu'il peut y avoir telle ou telle personne qui ne va pas accoucher pour aller se faire vacciner parce que la personne pour l'amener, etc. Nous, derrière, on peut peut-être assurer dans le cadre de la citoyenneté, comme l'a dit Michel Payan. Voilà. Ok, je me tourne vers nos amis du SDIS, Bernard Jean ou le colonel. Oui, Président, bonjour à tous. Donc, on a écouté attentivement toutes les interventions qui ont été faites et qui vont toutes dans le bon sens que l'on recherche. Nous, côté SDIS, et le colonel va prendre la parole de ce côté-là, on a besoin de prévision, d'organisation. On sait que, d'après ce que l'on a entendu, la grande campagne de vaccination n'arrivera que dans quelques semaines. Donc, il faut mettre ces semaines à profit pour organiser un maximum de choses et que le jour J, on soit prêt et qu'on ne se pose pas des questions dans l'organisation ou des lieux, des centres. Donc, voilà, mais je vais passer la parole au colonel qui va vous donner sa vision des choses. Oui, merci Président, bonjour à tous. Donc effectivement, ça a été dit tout à l'heure, en matière de gestion de crise, le SDIS et le monde de la sécurité civile en France dispose d'une expertise, à mon sens, intéressante. Alors, on est dans un exercice un peu particulier puisque nous serons un service concurrent en proximité notamment de Jean-Michel Blais. Il le sait, depuis de nombreux mois maintenant, nous travaillons main dans la main avec l'ensemble des instances et le monde de la santé. Pour autant, c'est ce que le président Gendre vient de nous dire, la gestion de crise, c'est essentiellement de l'anticipation. Donc, dans notre monde, on applique ce qu'on appelle la méthode de raisonnement tactique, c'est-à-dire que par rapport à un objectif identifié, par rapport à un planning identifié, on met en œuvre des process. Et pour mettre en œuvre ces process, effectivement, nous aurons besoin, sous l'autorité de Monsieur le Préfet, et dès cet après-midi, que lors du comité opérationnel, eh bien, nous soient fixés des objectifs à atteindre, ce qui nous permettra bien évidemment d'implanter les différents sites, mais également d'envisager le sujet de la mobilité et de la flexibilité, puisqu'on a bien compris que, au-delà des dispositifs fixes, il faudra avoir toujours une solution de repli, avec notamment du transfert de vaccins d'un point A à un point B, pour éviter de perdre des doses. Peut-être le fait, grâce aux collectivités territoriales, d'amener des personnes avec de la perte de mobilité vers les centres vaccinaux. En tout cas, les 1300 sapeurs-pompiers du SDIS 32, au travers des 43 centres de secours, sont à l'entière disposition de l'interservice, du président et de monsieur le préfet pour se mobiliser une nouvelle fois, mais je le répète, en dehors de notre champ missionnel et bien évidemment en parfaite collaboration avec l'ARS. Merci beaucoup, colonel, sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres, sur tous les sujets qu'on a abordés, il y a des gens qui n'ont pas intervenu. Il y avait peut-être notre ami Ortega qui veut dire un mot, parce que on ne voit pas l'organisation qu'on va faire maintenant sans Gers Solidaire, hein, bien évidemment, sans la réserve citoyenne qui est un peu gérée aussi par Gers Solidaire. Donc, René Ortega. Oui, bonjour Président, bonjour à tous. J'ai un petit souci de caméra, là, je constate.
Voilà, ça a l'air de tenir. Écoutez, Président, très attentif à tous ces propos. Comme j'ai pu le dire aussi sur les réseaux sociaux, nous, bien évidemment, on va être présents dès qu'on parle de proximité, de territoire, de fragilité, d'isolement. Avec le camping-car connecté, on va bien sûr le mettre à disposition de toute cette démarche. C'est déjà le cas pour les phases de test qui sont quand même une grande réussite au niveau du département. Que dire de plus si ce n'est bien évidemment soutenir pleinement les propos à la fois de Samuel Massenet sur la question des personnes en situation de handicap, les propos, Président, que vous avez très bien aussi déclinés sur la question de la fragilité et de l'isolement dans le département, et que les personnes âgées du département sont très certainement pas toutes en EHPAD, effectivement, et que la question de la caractéristique rurale qui est la force de notre territoire, c'est-à-dire cet habitat très dispersé, il faut qu'on puisse y répondre en proximité. Et là, bien évidemment, comme ça a été dit aussi par l'Association des maires et des maires ruraux, la question de la coopération avec les élus locaux est essentielle. Et on l'a vu et on le verra encore cet après-midi sur la mise en œuvre des phases de test. Mais voilà, nous sommes à vos côtés et prêts. Voilà. Merci beaucoup, René, et merci bien sûr aux équipes. Il y avait Corinne Chalroux qui voulait dire peut-être un petit commentaire. Non ? Non, rien de particulier, Monsieur le Président, en dehors du fait que je suis cadre de santé, infirmière, et que je me mets à disposition du collectif pour bien sûr accompagner dans la vaccination s'il y a besoin, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Très bien, merci beaucoup. Corinne, ça ne me surprend pas. Est-ce qu'il y a d'autres... Céline Salle, oui, pardon. Juste sur la question du transport, c'est pas forcément le transport à la demande, mais peut-être plutôt les interventions des aides à domicile. On a un super maillage quand même dans ce département, le réseau d'aide à domicile. Et dans les missions de l'aide à domicile, il y a l'accompagnement pour les courses, mais on pourrait imaginer qu'on intègre dans le cadre de l'APA et de l'intervention le déplacement et l'accompagnement. Excusez-moi, je suis encore un petit truc là. Voilà, je pense que ça, c'est peut-être un élément sur lequel on peut s'appuyer, et ça permettrait surtout d'éliminer les questions d'isolement, ou en tout cas de personnes qui n'ont pas la famille, qui n'ont pas les voisins, qui n'ont pas, voilà. Oui. C'est-à-dire que l'aide à domicile pourrait accompagner la personne et ça rentrerait dans le cadre de sa mission dans plan APA. Ça, on doit pouvoir intégrer ça. Yannick Bompard, ou je ne sais pas, du côté d'Yannick Bompard et son équipe, là, vous êtes, je ne sais pas, 15 ou 20 là, dans le bureau, vous serez prêt à éventuellement faire une petite modification qui permettrait d'intégrer la mobilité par les aides à domicile? On travaillera avec les SAD effectivement sur ces possibilités de mobilité. Sur les plans APA, ils ne sont pas forcément adaptés pour cela, mais dans le rapport partenarial que nous avons avec les SAD, qu'ils soient publics ou privés, effectivement, c'est le genre de solution qu'on pourra mettre en œuvre. Après, on a eu René Ortega aussi tout à l'heure. Je pense qu'il y a des initiatives au niveau des communes et des intercommunalités qu'on coordonnera, mais effectivement, le maillage des SAD, alors là, on parle de personnes qui ont un plan d'aide ou qui ont recours à l'aide ménagère. Les personnes de plus de 60 ans ou plus de 75 ne sont pas forcément toutes dans ce, comment dire, en lien avec un plan APA. Donc, je pense qu'il faudra aussi qu'on ait une exhaustivité, c'est-à-dire que les SAD, évidemment, ce sont nos partenaires et on saura faire appel à eux, comme on saura se coordonner avec les mairies, les intercommunalités et le SDIS qu'on vient d'entendre. Je crois que là, il y a un triptyque entre département d'activité et pompiers qui est intéressant pour agir en proximité. Mais on se rapprochera effectivement des SAD, et de toute façon, ils viennent vers nous aussi pour valider leurs initiatives. Donc, on pourra construire ça au plus fin des besoins en proximité. Merci Yannick Bompard. Jean-Michel Blais voulait intervenir sur cet aspect. Oui, deux mots pour dire par rapport à ce que j'ai entendu et aux inquiétudes qui peuvent se manifester chez les personnes dans les communes. Effectivement, il faut rassurer parce que la vaccination est un sujet où on peut mélanger aussi la pénurie, on peut inquiéter en parlant du sujet. Il faut rassurer sur le fait qu'on a bien une stratégie vaccinale qui permettra de couvrir toute la population. Donc, en
fonction de l'offre, comme l'a dit le Dr Clouseau, ben, on gère à partir d'une offre, mais ça va arriver. Chacun en bénéficiera. Voilà. Et ensuite, vous dire que je vous remercie des offres qui ont été faites hein, et le rôle des élus locaux dans ce qui pourrait être fait, et du département, des collectivités. Donc, effectivement, c'est la phase suivante. Hein, il faut qu'on organise les choses. Avec ce que disait aussi le Dr Clouseau, c'est que il faut organiser. Actuellement, le dispositif est compliqué, il va peut-être se simplifier. Donc, on a cette espèce de pilotage un peu pour partie à vue hein, qu'il faut organiser, mais il est évident qu'il faut que dès maintenant, on commence à réfléchir à ce que pourrait être l'organisation, la mise à l'accessibilité des publics à cette deuxième phase. Et puis, il y a le volet système d'information qui est très important parce que c'est un peu nouveau. Et ça fait partie de la chaîne de vaccination. Hein. Il y a le consentement, mais à la fin, il y a la saisie, parce qu'il y a un suivi de tout ça. Et c'est important.